Bonjour, bonjour. Vous êtes que 2. Je suppose que les autres vont arriver. Bonjour, D'accord, vous venez de finir le TD précédent? c'est ça. Donc, de ce que je comprends, on n'a pas de pause du coup. Ah ben, c'est pas très sympa de vous faire finir si tard. C'était quoi, calculus, c'est ça? C'est ça, calculeuse. Ah, ah. Bon, il faudra vous plaindre à votre enseignant, hein. Bah, c'est excusé. D'accord. Euh, bon. Monsieur, du coup, pour le prochain CC, Ouais, on allez-y. on sait c'est quand? Oui, on sait c'est quand. C'est c'est la semaine prochaine. D'accord. Ce sera sous forme d'un QCM, genre une dizaine de questions en un quart d'heure, 20 minutes. Euh, et en fait, donc, alors c'est pas encore complètement finalisé parce qu'il y a une réunion demain, mais ce qu'on prévoit, donc, c'est que le premier CC, on le fait comme ça, à distance, mais par contre, le deuxième CC, euh, Karine Provost, donc, qui est l'enseignante qui est responsable du cours, va essayer d'organiser un CC en présentiel avec tous les groupes. Mais c'est pas pour la semaine prochaine, on sera informé par mail ou Oui, 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 oui. Non, ça, ce sera, on va dire, à la fin du semestre, quoi. mais on en sera informé par Oui, oui, mail oui, ou oui, vous en serez informé, oui. Ne vous inquiétez pas. OK. OK. Ah bon? Il y a déjà une date pour le deuxième CC? Ah oui, c'est vrai que il y a une date qui a été suggérée, qui était en, je crois que c'est même après la pause pédagogique. C'est ça? Il me semble que c'est ça qui avait été suggéré. Le 3 mai, ouais, c'est ça. Bah, du coup, le 3 mai, c'est le 3 mai, puisque là, ouais, ouais, c'est ça. C'est juste à la rentrée de la pause pédagogique, en fait. Ok. Donc, le CC de la semaine prochaine, hein, il portera sur tout ce qu'on aura vu jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va essayer de terminer. Alors, je pense pas qu'on aura le temps de terminer toute la feuille de TD. En tout cas, on va terminer donc l'exercice 3 qu'on avait bien avancé. Et puis ensuite, on va passer un petit peu au produit vectoriel. Et j'espère qu'on va aller jusqu'au moment cinétique. Pas sûr qu'on aille jusqu'au théorème du moment cinétique, mais au moins à l'expression du moment cinétique et du moment d'une force. Ok, vous êtes toujours que 3, donc bon, on va peut-être attendre un petit peu encore. à mon avis, ils sont en train de faire leur pause C'est ça. et ils débordent sur votre cours du coup. C'est ça, c'est ça. Ah, ça arrive, ça arrive. Ok, bon, on va commencer tranquillement. Je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Vous voyez tous ce qu'il y a à l'écran là. Donc, c'est l'énoncé de cet exercice 3 qu'on avait vu, donc le lancer d'une balle de flipper. Euh, Où en fait, donc l'objectif, hein, c'était ici de poser le problème plus que de le résoudre complètement. Donc voir comment on peut aborder un problème
on va dire avec une certaine forme de complexité, pour ces problèmes de dynamique. Donc il s'agissait ici d'une balle de flipper qui est posée sur un ressort, qui va être lancée donc sur un plan incliné, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et donc on a une longueur de ressort au repos qui est L0 et une constante de raideur qui est K. Et puis on a une balle de masse M. Ce qu'on fait, donc, c'est qu'on comprime le ressort en tirant dessus. Et puis à l'instant initial, donc on lâche ce ressort et on se pose la question de savoir quel va être le mouvement de la bille. Et donc on dit que l'objectif, c'est de parvenir à percuter un objet situé à une certaine distance, et on cherche donc à voir à quelle distance va pouvoir aller cette bille en fonction des conditions initiales. Donc on demandait une analyse qualitative du problème, en donnant notamment l'expression des forces, les lois qu'on va pouvoir appliquer, et puis ensuite discuter de comment on va pouvoir justement appliquer ces lois pour déterminer la distance maximale qui est atteinte par la bille. Ok, donc comme je vous l'avais dit, donc dans ce type de problème, et comme dans tous les problèmes de physique, de toute façon, la première chose à faire, donc, c'est de faire un dessin, histoire de visualiser le problème. Donc on avait fait le dessin déjà ensemble. Donc le problème, il se pose comme ça. Au début, donc, on a un ressort, ici, en bas à gauche, avec une bille qui est posée sur le ressort. Et puis ici, donc, on a alors une longueur du ressort au repos qui va être L0, donc qui est plus grand que le X0 que j'ai indiqué ici. Le X0, donc, c'est le ressort qui est comprimé. Et donc, à l'instant initial, on a ce X0 qui est inférieur au L0, qui serait plus grand. Donc ça va être la première phase où on va avoir en fait ce ressort qu'on va lâcher. Et donc, comme le ressort est comprimé, qu'est-ce qui va se passer? Ce ressort va se détendre jusqu'à atteindre sa longueur à l'équilibre L0. Et puis, en se détendant comme ça, il acquiert de la vitesse. Cette vitesse est imprimée à la bille. Et puis, une fois que le ressort est complètement détendu, eh bien, la bille, elle va entamer un mouvement sur le plan incliné en partant avec une vitesse V0 qui a été imprimée par le ressort. Et donc, compte tenu de cette vitesse, du plan incliné, on suppose qu'on n'a pas de frottement, eh bien, on va avoir simplement le mouvement de cette bille qui va arriver jusqu'à un maximum, c'est-à-dire jusqu'à arriver à une vitesse nulle. Donc, c'est tout ça qu'il faut poser. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux phases dans ce mouvement. La première phase, c'est la phase où le ressort se détend jusqu'à arriver à sa longueur L0. Il va falloir déterminer, du coup, à quelle vitesse il va arriver à cette longueur L0, puisque cette vitesse, ça va être la vitesse initiale de la bille pour le deuxième mouvement. Et puis ensuite, étudier le deuxième mouvement de la bille sur le plan incliné avec une vitesse initiale V0. Ok, alors pour tout ça, donc, on va travailler dans un référentiel galiléen. Donc on va supposer que le référentiel lié au flipper est galiléen. Et puis on va travailler avec le système de la bille. Et donc on va distinguer deux phases. Une phase où la bille est posée sur le ressort, qui est lui-même comprimé initialement et qui va se détendre. Et donc la bille va acquérir une certaine vitesse. Et puis le deuxième mouvement, donc, c'est cette bille qui a acquise de la vitesse qui va glisser sur le plan incliné. Donc c'est ces équations-là qu'il va falloir poser. On prend la phase 1. Donc je vous ai indiqué ici les axes que l'on va utiliser. Le système, on va utiliser un système de coordonnées cartésien, tout à fait classique.
un axe X qui est orienté selon le plan incliné, donc qui fait un angle alpha avec l'horizontale, et donc un axe Y ici qui lui est directement perpendiculaire, et du coup qui va faire aussi un angle alpha avec la verticale. On fait ensuite un bilan des forces qui s'appliquent sur cette bille. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids qui tire la bille vers le bas. On a la réaction du support qui va être perpendiculaire au support. On n'a pas de force de frottement. Et donc, par contre, on va avoir la force de rappel du ressort qui va tendre à ramener le ressort vers sa position d'équilibre, L0. OK, donc on peut écrire ces trois forces, le poids, mg, donc qui va être selon la verticale. La réaction du support qui va être normale au support, puisque on néglige les frottements, donc il n'y a pas de force de frottement, donc la réaction, c'est juste la réaction du support. Et puis enfin, la force de rappel, qui peut s'écrire de cette manière-là. Si x0 est inférieur à L, à ce moment-là, ça va donner quelque chose qui est positif, donc dirigé vers les x positifs. Inversement, si on avait un ressort qui était étiré dans l'autre sens, on devrait avoir une force de rappel qui ramène vers la position d'équilibre, et donc on aurait une force qui serait dirigée vers les x négatifs. Donc pour pouvoir avoir ça, si K est la constante de raideur du ressort, L0, sa position à l'équilibre, la force, elle s'écrit moins K, x moins L0, fois Ux. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va écrire le principe fondamental de la dynamique en référentiel galiléen, c'est-à-dire que la somme des forces doit être égale au produit de la masse par l'accélération. Donc ensuite, on réécrit ça sous forme, on écrit les forces, le poids, plus la réaction, plus la force de rappel du ressort, va être égal, au produit de la masse par l'accélération. OK, on peut réécrire les forces. Donc mg, G dirigé vers le bas, c'est le champ gravitationnel, plus R moins Kx moins L0, selon Ux, est égal au produit de la masse par l'accélération. Et puis ensuite, on va projeter ça selon notre système de coordonnées, Ux, Uy, avec Ux qui est selon le plan incliné. Et donc Uy qui lui est directement perpendiculaire. OK, du coup, ça veut dire que ici, selon OX, alors, peut-être, je vais prendre un crayon à cet endroit-là, parce que c'est souvent peut-être le plus difficile pour vous, de repérer les angles. Donc, je vous rappelle, l'axe Y, donc il est vertical, donc il est comme ça, si je le dessine au niveau du point où se trouve la bille. Et donc, on a ici l'angle alpha qui va se retrouver ici, puisque c'est l'angle entre la verticale et l'axe Y. OK? Donc, ça veut dire que si on projette selon l'axe X, vous voyez qu'on va projeter du côté opposé à l'angle alpha. Ça veut dire que ça va être un sinus alpha. Et puis, vous voyez que le poids ici, donc, attendez, je vais indiquer peut-être la projection ici du poids sur l'axe, c'est ce vecteur-là, sur l'axe des x, et donc c'est dirigé vers moins x, donc on va avoir un moins mg sinus alpha. OK. Ensuite, si on rajoute R, R, comme il est perpendiculaire justement à l'axe des x, puisqu'il est perpendiculaire au plan incliné, il n'a pas de composante selon x, et donc on va avoir juste la composante due à la force de rappel du ressort, qui s'écrit simplement moins K x moins L0 selon Ux. Et puis ensuite, on a l'accélération, m x point point. Et donc tout ça va nous donner une première équation ici,
une première équation donc on peut mettre sous la forme x plus k sur m x plus quelque chose qui est en fait une constante, hein, c'est g sinus alpha, qui provient de ce terme-là, moins k L0 sur m, qui provient du terme ici dû à la force de rappel. Donc ça nous donne une première équation ici, qui est une équation différentielle. Hein. Et puis ensuite, donc, on a la deuxième équation sur y. Donc à ce moment-là, sur y, ben, il faut projeter P ici sur y. Donc on a cette deuxième composante de P, là, que je pourrais appeler Px, si vous voulez. Ici, Py, pardon. Ici, c'était Px. Donc cette composante selon y de x, ben, il est projeté du côté de l'angle. Donc ça va être le cosinus de l'angle. Et puis c'est dirigé vers les y négatifs. Hein. Donc c'est moins mg cosinus alpha plus r, hein, qui a une seule composante normale au support, donc plus Rn. Donc on a simplement ici que Rn va égaler le poids, enfin la composante, selon l'axe Y du poids. Ok, donc bah, du coup, c'est à partir de ces équations-là qu'on va pouvoir décrire le mouvement. Alors vous voyez que bah, sur l'axe Y, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Tout va se passer sur l'axe des X, et donc en fait, ben, simplement, il va falloir trouver la solution de cette équation, qui est une équation différentielle du second ordre. Alors, pour résoudre ça, on peut faire un changement de variable et poser donc x égale petit x, hein, qu'on avait, plus mg sinus alpha moins L0. Et si vous posez grand X égale à ça, ben, vous vous retrouvez avec une équation qui est de la forme x plus k sur mx égale à 0. Et ici, vous allez reconnaître l'équation de l'oscillateur harmonique. Ok, ça c'est une équation qu'on retrouve hein, dans la plupart des mouvements oscillants. Donc on le retrouve pour le ressort, on le retrouve pour le pendule. Voilà, tous ces types de mouvements oscillants en fait vont être régis par toujours cette même équation, hein, c'est-à-dire la dérivée seconde de la position plus une constante fois x fois la position va être égale à 0. Et la solution de ce type d'équation, eh bien, c'est de la forme A, donc une certaine amplitude du mouvement, cosinus oméga t plus phi, donc où oméga, donc c'est la pulsation du mouvement, c'est égal à racine de k sur m, hein, c'est-à-dire ici, en fait, l'équation, hein, c'est de la forme, l'équation générale hein, de l'oscillateur harmonique, c'est x plus oméga carré fois x égale à 0. Okay, c'est l'oscillateur libre. Et donc, qui va avoir donc, comme pulsation du mouvement, donc je vous rappelle, hein, la pulsation, c'est égal aussi à 2π fois la fréquence, si f est la fréquence, ou c'est égal à 2π sur t, si t est la période du mouvement. Et phi, donc c'est la phase à l'origine, c'est-à-dire quand t égale à 0. Ok, donc on voit qu'en fait, on a deux paramètres à déterminer, hein, l'amplitude du mouvement et la phase à l'origine. Ok, donc du coup, ben, on peut écrire ça. Alors attention, ici, je repasse en petit x, hein, parce que si on a grand X égale à ça, vous voyez que petit x, en fait, c'est simplement égal à grand X à une constante près, qui est cette constante mg sur k sinus alpha moins L0. Donc on peut réinjecter, en fait, dans l'équation ici au niveau des solutions. Donc ici, on a x. Donc on va chercher, en fait, ces deux paramètres hein, vont être déterminés par les conditions initiales. Donc on va chercher à t égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? À t égale à 0, on a petit x qui est égal à x0. Donc en remplaçant ici t par 0, ça fait oméga fois 0, ça fait 0. Donc il va nous rester simplement a cosinus phi, et puis plus la constante ici, que j'ai fait passer de l'autre côté. Ok, donc ça nous donne
un produit des deux paramètres. X0, c'est une constante aussi. Hein. Donc, vous voyez qu'ici, on a en fait le produit A cos phi qui va être égal à X0 plus mg sur K sinus alpha moins L0. Et puis ensuite, donc, on peut calculer la dérivée de cette fonction. Alors, la dérivée en fait de grand X, hein, c'est la même que la dérivée de petit x. Vous voyez que dans le changement de variable, ici, si vous dérivez grand X, bah, vous allez avoir la dérivée de petit x plus la dérivée d'une constante. Donc, la constante, elle est nulle. Enfin, la dérivée de la constante est nulle. Donc, en fait, la dérivée de grand X, c'est la même chose que la dérivée de petit x. Donc, du coup, la dérivée de petit x, ben, ça va être la dérivée de grand X, donc la dérivée de cette fonction. Ici, on a une fonction a cosinus oméga t plus phi. Quand on dérive par rapport à t, il va sortir un oméga. Donc, ça me fait a oméga. Et puis, on dérive cosinus θ. Ça fait un moins sinus θ. Donc, ici, je vais avoir moins a oméga sinus oméga t plus phi. Et comme je suis à t égale à 0, ben, je vais avoir simplement moins a oméga sinus phi. Et donc, c'est ça qui doit être égal à 0, hein, puisqu'on part initialement avec une vitesse qui est nulle. Donc, si j'ai cette quantité-là, moins a oméga sinus phi égale à 0, ben, comme a et oméga, c'est des constantes, ben, ça veut dire que phi va être égal à 0. Hein, c'est des constantes qui sont différentes de 0. Oméga, c'est racine de k sur m. Et a, ben, on va le déterminer, mais c'est une constante qui va dépendre des paramètres de la raideur du ressort, de la longueur à vide, de la masse et de la gravité. Et puis de l'angle alpha. Et puis de la position x et z. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir simplement une phase à l'origine qui est nulle. Hein, on part à l'instant initial avec une phase à l'origine qui est nulle. Donc ça simplifie l'expression. Vous voyez, simplement ici, on va avoir un a cosinus oméga t. On n'a pas de phi en fait. Ok, mais du coup, si la phase est nulle, ça veut dire que de la première équation, ici, je peux remplacer phi par 0. Donc, je vais avoir un cosinus phi égal à 1. Hein, ça veut dire que cosinus phi va être égal à 1. Donc, ici, vous voyez que A va être égal à mg sur k sinus alpha moins L0. Plus le x0 qui est là. Donc, j'ai A égale x0 plus mg sur k sinus alpha moins L0. Et donc, au final, je peux réécrire x en fonction de tous ces paramètres-là. Donc, en fait, ici, j'ai un a cosinus oméga t. Avec a, c'est x0 moins L0 plus mg sur k sinus alpha. Et puis ici, j'ai moins mg sur k sinus alpha plus L0. Donc, voilà la solution de mon premier mouvement, en fait. Hein, cette solution-là, en fait, elle me permet de décrire à chaque instant où se trouve ma bille ou mon ressort, puisque la bille est posée sur le ressort. Ok, donc ce premier mouvement, hein, il va conduire donc à une évolution du x. Alors, on pourrait montrer que x est croissant. Et que ce mouvement va aller jusqu'à un instant t où, en fait, on va avoir x de ce t, donc je l'appelle t1, x de t1 qui va être égal à l'allongement maximum du ressort. Hein, le ressort, il ne peut pas s'allonger plus que sa longueur maximum parce que la bille n'est pas attachée au ressort. D'accord ? Si la bille était attachée au ressort, hein, en fait, la bille entraînerait le ressort au-delà de la position d'équilibre jusqu'à atteindre une vitesse nulle, et puis ensuite elle reviendrait, et on aurait donc une oscillation autour de la position d'équilibre. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisque la bille n'est pas attachée au ressort. Quand le ressort se déploie jusqu'à sa position L0, après ça, il ne peut pas se déployer plus, donc la bille va continuer toute seule. Donc si on écrit ça, on écrit donc qu'à l'instant t1, on doit avoir x de t1 qui va être égal à L0. Donc après, il suffit de remplacer t par t1,
dans l'expression de x ici. Et en inversant cette expression-là, donc ça donne un truc qui n'est pas très sympathique, hein, ça fait du cosinus oméga T1 qui va être égal à mg sur k sinus alpha sur x0 moins L0 plus mg sur k sinus alpha. Donc en prenant l'inverse de ça, donc en prenant le arc cosinus, et en divisant par oméga, eh bien on obtient T1, qui est 1 sur oméga, arc cosinus de mg sur k sinus alpha, sur x0 moins L0 plus mg sur k sinus alpha. Ok, donc si on a des valeurs, en fait, pour m, pour g, pour k, pour alpha, pour x0, pour L0, eh bien, si on a toutes ces valeurs-là, eh bien, on est capable de calculer ce temps T1 au bout duquel le ressort va s'être entièrement déployé jusqu'à sa longueur maximum, enfin, ou sa longueur à l'équilibre, L0. OK. Alors, une fois qu'on a ce temps T1, en fait, ce qu'on va pouvoir calculer, c'est à ce temps T1, quelle est la vitesse qu'a acquis la bille. Hein, la bille, elle va accélérer. D'accord, elle part d'une vitesse nulle. Elle est poussée par le ressort. Donc, elle va accélérer jusqu'à une certaine vitesse qu'elle va atteindre au temps T1, qui est d'ailleurs la même que la vitesse du ressort. Le ressort, il a un mouvement assez particulier, vous voyez, parce qu'en fait, le ressort, au départ, il est immobile, puis il va accélérer, et puis en fait, quand il arrive à L0, eh bien, sa vitesse s'arrête brusquement. La bille, elle, eh bien, elle n'est pas tenue, hein, elle n'a pas une contrainte qui l'empêche d'aller plus loin, et donc, elle va continuer avec cette vitesse qu'elle a à l'instant t égale t1. Donc, on peut calculer la vitesse. Hein, la vitesse, on l'a calculée ici. Alors ici, j'ai remis le paramètre A pour ne pas me trimballer toutes les constantes là. Donc, la vitesse, on l'avait calculée ici, c'est A moins A oméga. Et puis, on dérive cosinus oméga t, ça fait 1 moins sinus oméga t. Donc, on a un moins A oméga sinus oméga t1. On est à l'instant t égale t1. Et donc, on peut remplacer, alors on remplace A par sa valeur, et puis on a ici, on connaît oméga, on connaît T1. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer ici quelle est la vitesse de la bille à cet instant T1, où la bille va commencer son deuxième mouvement. Donc, dans le deuxième mouvement, eh bien, on va avoir un système qui est relativement simple, hein, c'est juste une bille sur un plan incliné avec, hein, on pourrait le tracer très facilement. Hein, donc on a juste une bille ici sur un plan incliné qui a une vitesse, alors je l'appelle V0. D'accord? Elle est soumise à quoi? Elle est soumise à son poids et puis à la réaction du ressort, du support. Donc, il suffit d'écrire là aussi la relation fondamentale de la dynamique. On est en référentiel galiléen. P plus R égale MA. Mg plus R égale MA. On projette sur le même système de coordonnées que tout à l'heure. Hein. On a l'axe X qui est comme ça. Il fait un angle alpha ici avec l'horizontale. Donc ici, on a la verticale. Et donc, on a l'axe Y qui est comme ça, qui fait lui aussi un angle alpha avec la verticale. Donc en fait, on a les mêmes projections que tout à l'heure. Hein. Sur l'axe OX, on va avoir moins mg sinus alpha. Et là, pour le coup, c'est la seule force qui va agir sur l'axe X. Donc ça, c'est la force qui va ralentir en fait la bille. Puisque sur l'axe Y, on va avoir moins mg cos alpha qui va être égal, là, de nouveau, à la force de réaction du support qui est normale à la surface puisqu'on n'a pas de frottement. Donc, un mouvement très simple, hein, x point point est égal à moins g sinus alpha, c'est une constante. Donc, on peut intégrer directement. On trouve donc x point qui est égal à moins g sinus alpha fois t plus une constante. D'accord? Puisqu'on a ici g sinus alpha, c'est une constante. Donc, on a ici simplement
Cette intégrale très simple, on a une vitesse qui varie linéairement. On peut trouver C à partir des conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? Eh bien, on sait que à t égale t1, on a x point qui est égal à ce qu'on avait calculé à la question précédente. D'accord? C'est-à-dire ce moins x0 moins f0 plus mg sinus alpha oméga sinus oméga t1. Ce n'est pas très simple comme condition initiale, mais voilà, si on a des valeurs, on est capable de calculer ça. Et donc, on doit avoir ici que moins g sinus alpha t1 plus la constante doit être égale à ça. Donc, on peut trouver la constante. Il suffit de soustraire à cette expression-là, enfin plutôt ajouter à cette expression-là, du coup, g sinus alpha t1. Et puis ensuite, donc on peut intégrer une deuxième fois, une fois qu'on a cette constante, on peut intégrer une deuxième fois pour trouver la position x. Donc si on intègre, on va avoir le premier terme ici, ça va nous faire un moins 1,5 de g sinus alpha t carré. Ici, on a une constante qu'on intègre, ça fait c fois t. Et puis, on va trouver une deuxième constante. Et puis, on va prendre donc les conditions initiales, c'est-à-dire que C', on peut le déterminer à partir de la position x pour t égale t1. On sait qu'en t égale t1, x il est simplement égal à L0. Donc, en remplaçant ici t1 dans cette équation-là, on va trouver C'. Et donc, on peut avoir maintenant la position de la bille à n'importe quel instant, donnée par cette équation-là, sachant que les constantes C et C', ils ont été déterminés ici à partir des conditions initiales. Et donc ensuite, on va pouvoir calculer effectivement quand est-ce que cette position X, elle devient supérieure ou égale à une certaine longueur. D'accord? Une fois qu'on dispose de X, donc on va pouvoir déterminer la valeur maximale à laquelle la bille peut aller. Alors, cette valeur maximale, c'est quoi? La bille, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part avec une vitesse initiale V0, et puis elle est soumise à son poids sur ce plan incliné, et ce poids va s'opposer au mouvement, et donc ça va ralentir la bille jusqu'à ce que la bille atteigne une vitesse nulle. Et une fois qu'elle atteint cette vitesse nulle, c'est là où on a effectivement atteint la distance maximale. D'accord? Donc ça permet de trouver T2 en partant de x point. D'accord? Si vous posez que x point doit être égal à 0, donc vous avez l'expression de x point, vous trouvez T2 en posant que ce x point doit être égal à 0. Et puis, en remplaçant T2 dans l'expression de x, vous allez trouver quelle est la valeur de la longueur parcourue après ce temps T2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ah oui, alors après, j'ai juste... alors, en fait, dans ce type de problème où on commence à avoir beaucoup de constantes, c'est assez facile de faire des erreurs simplement de report d'une équation sur l'autre. Et donc, c'est souvent bien de pouvoir faire une vérification à partir de valeurs numériques pour voir si c'est un peu cohérent, quoi. Donc, en fait, voilà, je me suis amusé à faire ça en prenant une certaine valeur de sinus alpha. Ici, j'ai pris 30 degrés de manière à avoir un sinus alpha qui vaut 0,5. J'ai pris une constante de gravité qui vaut 10 mètres par seconde moins 2. Enfin, mètres seconde moins 2. Une masse qui vaut 0,1. Donc, comme ça me fait un produit mg qui vaut 1. Et puis ensuite, j'ai essayé de prendre une constante de raideur du ressort qui avait une certaine réalité, 40 newtons par mètre. Et donc, du coup, ça me permet de déterminer la pulsation oméga, 20 radians par seconde. Je prends une longueur de ressort qui est de 10 cm au repos, et puis je dis que je le comprime de moitié. Donc, du coup, j'ai un x0 qui vaut 5 cm, 0,05. Et puis, à ce moment-là, je peux calculer en fait toutes les valeurs. Alors, je trouve un T1, c'est-à-dire le temps que met le ressort à revenir
à sa position d'équilibre quand je le lâche, c'est à peu près 0,1 seconde. D'accord? Un dixième de seconde. Ça semble à peu près cohérent. Et puis ensuite, donc, je peux calculer la vitesse que a atteint ce ressort en 0,1 seconde et je trouve quelque chose qui est de l'ordre de 0,7 mètres par seconde. Voilà, c'est de l'ordre du mètre par seconde, ça paraît cohérent aussi. Ok, si ensuite je passe à la phase 2, donc je peux calculer la constante C ici. Je trouve quelque chose qui est de l'ordre de, bah, c'est un petit peu plus grand que la vitesse en T1. Hein. Donc c'est 1,2 à peu près mètres par seconde. J'ai un C' qui est tout petit, hein, qui devrait être même quasiment égal à 0 normalement. Et bah, je pose que la vitesse doit être nulle, ce qui me donne le temps T2 qui va être du coup de 0,25 à peu près secondes, c'est-à-dire 25 dixièmes de seconde. Et quelle distance j'ai parcouru? Eh bien, j'ai parcouru 15 cm. Voilà. Donc, c'est un petit lancer. Hein. La raideur du ressort, elle n'était pas très grande ici. On aurait pu prendre quelque chose d'un peu plus costaud pour propulser la bille un peu plus grand. On peut aussi allonger. J'ai pris un X0 qui vaut 0,5. Hein. Si je tirais plus sur le ressort, ben à ce moment-là, ça allongerait la trajectoire. Voilà pour ce problème. Alors, vous verrez qu'on retrouvera ce problème dans un TD ultérieur et on va essayer de le traiter en termes d'énergie. Vous allez voir que ça se traite aussi en regardant en fait les énergies, énergie potentielle, énergie cinétique et conservation de l'énergie pour ce système. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Non, pas de questions, c'est clair pour tout le monde? Ok. Alors, du coup, on va attaquer donc un nouveau, on va dire un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qui est celui du produit vectoriel, enfin, ou dans lequel on va utiliser le produit vectoriel. Et donc, du coup, pas de questions, mais, attendez, parce que je n'arrive pas à lire en fait. Pas de questions, mais ce n'est pas évident non plus. Ok. Bah, en fait, dans ce type de problème, hein, il faut y aller pas à pas, poser les choses tranquillement. Voilà, il n'y a rien de vraiment compliqué en fait. Hein. Vous allez voir que dans les problèmes qu'on vous pose hein, jusqu'à présent, en fait, en termes de mathématiques, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Le plus compliqué que vous pouvez avoir, c'est la résolution de ces équations différentielles, mais qui sont en général, la plupart du temps, ça se ramène à une équation différentielle de type oscillateur harmonique. Après, vous pouvez avoir un amortissement, éventuellement, si vous avez une force de frottement. Il y a une nette différence en termes de difficulté avec l'exercice du même style par rapport au S1. Bah oui, hein, c'est un peu le but, c'est-à-dire de vous faire une progression de manière à ce que vous puissiez résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Hein. Mais les méthodes sont les mêmes, quoi. C'est ça qu'il faut que vous reteniez bien. Hein. Ouais. Alors effectivement, donc la complexité, hein, elle vient effectivement de simplement, en général, qu'on va rajouter des paramètres et donc ça va rajouter, on va dire, de la complexité dans l'écriture des équations, quoi. Mais au niveau conceptuel, hein, au niveau calcul, au niveau équation, loi de base qu'on vous demande de maîtriser jusqu'à présent, il y a vraiment rien de plus que ce que vous avez fait au premier semestre. Hein. C'est toujours le principe fondamental de la dynamique et voilà, et connaître un peu les forces. Il faut s'accrocher. C'est ça. Il
faut s'accrocher et il ne faut pas paniquer, hein. Dites-vous qu'on ne vous demande pas des choses qui ne sont pas possibles à faire. Donc, posez les lois telles que vous les connaissez et après, vous développez simplement les équations mathématiques. OK. Alors, donc maintenant, on va considérer deux vecteurs. Donc, on va exprimer ici, vous voyez, dans la base de coordonnées cartésiennes, V1 égale 2x plus y moins 3uz, 2ux plus uy moins 3uz, donc pour V1, et puis un V2 qui est égal à moins ux plus 3uy plus 2uz. OK. Alors, ici, donc, c'est écrit, vous voyez, en fonction de ux, uy, uz. Bien sûr, ces vecteurs, vous pouvez les écrire avec une autre notation qui peut être plus sympathique à manier, qui est simplement de les écrire sous forme d'un vecteur colonne. Hein. Donc, vous écrivez 2, la première coordonnée selon ux, 1 pour la deuxième coordonnée selon y, moins 3 pour la troisième coordonnée selon uz. Et puis, pareil pour V2. Hein. Vous pouvez l'écrire ici. Donc, moins 1, du coup, 3 et 2. OK, les deux écritures ici sont tout à fait équivalentes. Et donc, à partir de ces deux vecteurs, en fait, qu'est-ce qu'on va calculer? Eh bien, on va calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Alors, pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, hein, si vous avez deux vecteurs, alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs, vous allez obtenir un troisième vecteur qui va être perpendiculaire, si je l'appelle V3. Donc c'est V1 vectoriel V2. Ce troisième vecteur, il va être perpendiculaire à V1 et V2. Hein. Donc ça veut dire que vous voyez qu'on a un vecteur qui, contrairement au produit scalaire qu'on a étudié jusqu'à présent, eh bien, va se trouver dans un autre plan que le plan des deux vecteurs V1 et V2. Il va même se trouver dans le plan perpendiculaire à ces deux vecteurs V1 et V2. Hein. Donc ça, c'est vraiment la chose importante à retenir. C'est que ici, quand on fait le produit scalaire entre deux vecteurs, eh bien, ce produit scalaire, c'est un vecteur qui est dans le plan perpendiculaire aux deux autres vecteurs. Alors, si vous Produit appliquez... vectoriel. Oui, allez-y. Produit vectoriel, vous vouliez dire. Produit vectoriel, oui, j'ai dit produit scalaire, pardon. Non, produit vectoriel. C'est contrairement au produit scalaire qui, lui, est déjà un scalaire, hein, ce n'est pas un vecteur. Le produit scalaire, c'est un scalaire. Mais on n'a pas, comme ici, donc un vecteur qui apparaît supplémentaire dans le plan perpendiculaire. Alors, ça a une conséquence, vous voyez, c'est que, en fait, si vous prenez les vecteurs de base, ux, uy, d'accord? Supposons qu'on parte des deux vecteurs de base ux, uy, qui sont les vecteurs de base du plan xy. Si vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, eh bien, vous allez trouver donc un vecteur qui est dans le plan perpendiculaire à ux, uy, qui est perpendiculaire à ux et perpendiculaire à y, et donc vous allez trouver uz en fait. OK? Si vous faites le produit scalaire de uy par uz, à partir du même raisonnement, vous allez voir que vous allez trouver ux. Alors en fait, on peut trouver aussi ça par la règle de la main droite, hein, si vous vous souvenez de ça. D'accord? Si vous avez le premier vecteur est donné par le pouce, le deuxième vecteur est donné par l'index, et le troisième vecteur, la direction du troisième vecteur est donnée par le majeur. OK? Alors, si vous faites ça avec uz et ux, eh bien, vous voyez que en fait, c'est uz vectoriel ux qui va donner uy. OK?
Donc, en fait, il y a une espèce de rotation qui se fait dans les vecteurs ici. Vous voyez, si vous avez ux, uy, uz, eh bien, en fait, si vous faites le produit des deux premiers, ux, uy, vous trouvez uz. Vous faites les produits du deuxième et du troisième, uy, ux, vous trouvez uy, uz, pardon, uy vectoriel uz, vous allez trouver ux. Et ici, pour trouver le troisième, eh bien, en fait, il faut abaisser le ux, vous voyez, pour avoir uz vectoriel ux qui va donner uy. Alors, on peut remarquer aussi que si vous faites le produit vectoriel inverse, d'accord, eh bien, vous allez trouver l'inverse de ce vecteur-là. C'est-à-dire que ça, c'est moins uy, c'est y, vectoriel ux. OK? Ou autrement dit, si vous faites uy vectoriel ux, donc si vous avez y comme ça, ux comme ça, vers vous, eh bien, le uz, il est vers le bas. Hein, donc, vous allez trouver moins uz. OK? De la même façon, ici, ça, c'est la même chose que moins uz vectoriel uy. Et de même ici, eh bien, c'est moins ux vectoriel uz. OK? Bon, voilà pour la base du produit vectoriel. Alors après, s'il y a en fait autre chose que l'on peut écrire, c'est que le produit vectoriel de V1 vectoriel V2, si vous prenez la norme de ce vecteur-là, hein, c'est V3, eh bien, ça va être la norme de V1 fois la norme de V2 fois le sinus entre V1 et V2, de l'angle entre V1 et V2. Voilà, une fois que vous avez tout ça, vous connaissez tout sur le produit vectoriel. Hein. OK, alors après, il y a des méthodes de calcul de ce produit vectoriel. Hein. Alors, on va faire deux méthodes. Donc, il y a ce qu'on appelle la méthode directe. Et puis ensuite, il y a la méthode qui utilise le produit vectoriel entre les vecteurs de base. Alors, bon, en fait, la méthode directe, hein, elle découle finalement du produit vectoriel entre les vecteurs de base. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer ici, hein, vous voyez qu'on a un espèce de roulement entre les vecteurs, une rotation entre les vecteurs. C'est-à-dire que ici, si vous prenez les deux premiers vecteurs, vous allez trouver le troisième. Si vous prenez le deuxième et le troisième, vous allez trouver le premier. Et si vous prenez le troisième et le premier, vous allez trouver le dernier, le deuxième. Donc ça va se retrouver ici dans le calcul direct. Alors, comment on fait ce calcul direct? Donc, si je veux calculer le produit vectoriel ici entre V1 et V2. Je vais le noter V3. OK. Comment je fais ça? Eh bien, pour trouver la première coordonnée selon UX, eh bien, il va falloir, d'accord, pour trouver ce qu'il y a selon UX, ici, vous voyez que UX, ça va être le produit vectoriel de UY par UZ. Donc, ça veut dire qu'il va falloir ici que je fasse le produit entre les coordonnées Y et Z. Autrement dit, la manière de faire, c'est de barrer la première ligne qui correspond justement à la coordonnée que vous cherchez. Donc, elle ne rentre pas dans le calcul de cette coordonnée-là. Et vous faites ensuite le produit en croix ici de ces deux vecteurs. Donc, ça fait 1 fois 2 moins 3 fois 3. Tout à fait. Pour faire le calcul de la deuxième coordonnée, pour faire le calcul de la deuxième coordonnée, c'est selon UY, d'accord? Et on a vu que pour calculer selon Y, il faut faire UZ vectoriel UX. Donc ça veut dire que ici, il faut que j'ai la coordonnée Z, mais il faut que j'ai la coordonnée X aussi qui vienne après. Donc ça veut dire, je barre en fait la deuxième coordonnée et j'abaisse la première.
Et du coup, bah, je vais faire le produit en croix entre ces deux-là. Hein. Donc, ça veut dire je vais faire moins 3 fois moins 1, moins 2 fois 2. OK. Et puis enfin, pour faire la troisième coordonnée, bah, il faut que je barre la troisième coordonnée. Alors ici, soit vous réabaissez la deuxième coordonnée, mais en fait, vous pouvez vous apercevoir que vous l'avez déjà en haut, là, ce produit. Donc, vous avez déjà les vecteurs qui sont dans l'ordre ici, hein, puisque c'est UX, vectoriel UY. Donc, ça va être 2 fois 3 moins 1 fois moins 1. Hop. Et donc, du coup, ben, après, il suffit de calculer, hein, V3. Donc, ça va être… Alors ici, on a 2 plus, parce qu'il y a 2 moins ici, il y a moins moins, plus 9, 9 et 2, 11. Ici, on a moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Moins 2 fois 4, ça fait… 2 fois 2, pardon, ça fait 4. Donc ça fait 3 moins 4, moins 1. Et puis, au final, pour la dernière coordonnée, on a 2 fois 3, 6. Je mets une petite parenthèse ici. Plus, il y a un moins ici, moins moins, ça fait plus. Plus 1, 6 plus 1, 7. Ok, voilà mon vecteur V3. Alors, je pourrais le réécrire hein, sous la forme 11 UX moins UY plus 7 UZ. Ok. Est-ce que ça va pour ça? Calcul d'un produit vectoriel, hein, il faut savoir le faire. Hein. Une fois que vous l'avez fait, que vous êtes entraîné suffisamment, ben, voilà, après, vous ne vous trompez plus dans… Ben, attention de ne pas se tromper dans l'ordre des vecteurs, quoi. Ok. Alors, du coup, ben, on va pouvoir le faire maintenant en le faisant à partir des vecteurs de base. Voir si on obtient la même chose. Alors, du coup, je vais effacer ici. Toc, toc, toc. Je vais garder l'expression en fonction des vecteurs de base ici à droite. Comme ça, ça va permettre de voir rapidement ce que ça donne. Et puis, comme ça, je garde la fin, comme ça, on pourra voir si on trouve effectivement la même chose. Ok, alors comment on fait ça? Ben, simplement, donc on va prendre V1, l'expression de V1, et puis on va faire le produit vectoriel avec V2. Ok, donc on va réécrire. Hein. Donc c'est 2UX plus UY moins 3UZ vectoriel moins UX. Je vais peut-être effacer aussi à droite là, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Plus 3UY plus 2UZ. Ok, je vais effacer ici ce qui est à droite, sinon on ne va plus rien voir. Ok, donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distribuer en fait hein, ce produit vectoriel. Donc, il va falloir développer en fait toutes ces expressions. Alors, donc je vais prendre le premier terme ici, et puis je vais distribuer sur les vecteurs qui sont là. Donc, ça me fait 2 UX vectoriel. Ici, j'ai moins UX. Alors, petite chose dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, mais si vous avez
deux vecteurs, le produit vectoriel pardon, de deux vecteurs qui sont collinéaires, hein, vous voyez que ici, le sinus de l'angle entre ces deux vecteurs, si les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que l'angle entre les deux, c'est 0. Et donc, le sinus va être nul. Donc, en fait, le produit vectoriel entre deux vecteurs collinéaires, c'est 0. D'accord? Autrement dit, quand vous avez le produit vectoriel d'un vecteur sur lui-même, eh bien, c'est 0. OK, donc ça va nous simplifier, hein, c'est-à-dire que tous les produits ici vectoriels de vecteurs, donc ça va, que ce soit ux vectoriel ux, que ce soit uy vectoriel uy, ou que ce soit uz vectoriel uz, eh bien, ça va toujours donner 0. Donc là, je l'ai écrit pour le premier, mais je ne le réécrirai pas pour les autres, hein, puisque ces termes-là, ça va toujours être 0. OK, j'écris le deuxième. Plus 2 fois ux vectoriel uy. Alors attention, j'ai oublié le facteur qui est un facteur 3 ici. 3uy. Plus 2 fois ux vectoriel 2uy. 2uz, pardon. OK, je continue. Donc maintenant, je prends uy et je fais le produit vectoriel. Pardon, plus. C'est pas égal, hein, c'est plus là. Alors, plus uy vectoriel moins ux. Alors, le terme ici, uy vectoriel uy, je ne l'écris même pas. Je sais qu'il va être égal à 0. Et donc ici, je vais avoir plus uy vectoriel 2uz. OK, je continue à la ligne d'en dessous. Maintenant, il me reste donc le moins 3uz, vectoriel tout ça. Donc, je vais avoir un moins 3 uz, une parenthèse, vectoriel, moins ux. Et puis enfin, dernier terme qui est moins 3 uz vectoriel 3uy. OK, pas oublier de terme, hein. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir développer tout ça. Alors, développer tout ça, donc ça veut dire que ici, donc, je vais faire le produit de ux vectoriel uy, puis je vais sortir le facteur 3, donc ça va me faire un 6. D'accord? 2 fois 3, 6. ux vectoriel uy, c'est uz. Hein, donc j'ai 6 uz. OK, ça c'était pour ce terme-là. Ici, je fais sortir le facteur 2, donc ça me fait 2 fois 2, 4. Donc plus 4. Et ici, j'ai ux vectoriel uz. Alors attention, ici, ux vectoriel uz, hein, vous voyez que c'est moins uy. Donc en fait, j'ai moins uy ici. Attention au signe, hein, c'est la cause d'erreur majeure. Il faut bien que les vecteurs soient dans le bon sens. Ici, si j'ai ux vectoriel uz, c'est moins uy. OK, plus, alors uy vectoriel moins ux. Donc c'est comme moins uy vectoriel ux, moins uy vectoriel ux, c'est uz. Donc j'ai plus uz ici. Ensuite, j'ai uy vectoriel 2uz. Alors uy vectoriel uz, c'est ux. Avec le facteur 2, ça me fait plus 2ux. Ici,
j'ai moins 3 uz vectoriel moins ux, c'est-à-dire moins uz vectoriel ux. Avec le moins 3 qui est là, ça fait plus 3 uz vectoriel ux. uz vectoriel ux, c'est uy. Plus 3 uy. Et puis enfin, ici, j'ai moins 3 uz vectoriel 3uy, donc ça va me faire moins 9. Et uz vectoriel uy, c'est moins ux. Donc j'ai moins 9 ux. Alors, on va essayer de regrouper les termes maintenant. Ah, vous voyez, j'ai une petite erreur de signe ici. uz vectoriel uy, c'est moins ux. Avec le moins qui est là, ça fait un plus. OK? Pas oublier le moins qui était devant là. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Et ensuite, uz vectoriel uy, c'est moins ux. Donc, moins 9 fois moins ux, ça fait plus 9ux. Donc ici, en ux, j'ai 2 plus 9, ça fait 11 ux. En uy, j'ai moins 4 uy plus 3 uy, ça fait moins uy. Et en uz, j'ai 6 uz plus uz, ça fait plus 7 uz. OK, vous voyez qu'on retrouve bien la même chose que ici. Donc attention, hein, dans ces calculs-là, toujours le problème d'erreur de signe, hein, c'est la principale erreur que l'on peut faire. OK, vous avez des questions là-dessus? Sur le produit vectoriel? Non? C'est clair pour tout le monde? Non, pas spécialement. Ça veut dire que non, c'est pas spécialement clair ou vous n'avez pas de... D'accord, pas de question. OK. OK, OK. Bon, alors ça fait quand même partie des choses nouvelles, hein, que vous n'avez pas faites au premier semestre, hein, et dont on va se servir ensuite ici pour différents problèmes. Vous allez voir que ça intervient dans certaines forces et puis que ça va intervenir ensuite dans le moment cinétique. OK, donc on passe à l'exercice 5 qui est une particule chargée dans un champ magnétique avec la règle de la main droite. Alors attendez. Hop, que je récupère la conversation parce que là, pour le coup, je ne l'ai plus en visible. Comment on sait si c'est UX? Ah bah, alors, il faut que vous ayez une idée de comment est votre UX, votre UY et votre UZ. Je ne sais pas moi, si vous faites le UX vers vous, avec le pouce, le Y doit aller vers la droite, et du coup, le UZ, il va aller vers le haut. OK? Donc ensuite, c'est simplement, vous prenez le produit, dans votre produit vectoriel, vous prenez le premier doigt, le pouce, c'est votre premier vecteur. Le deuxième doigt, c'est la direction de votre deuxième vecteur. Donc, votre V1, c'est mon pouce. V2, c'est mon index. Et le produit vectoriel de ces deux-là, eh bien, il est donné par la direction de mon troisième doigt, de mon majeur. OK? Donc ensuite, si vous regardez, là, vous me parliez de UX ou moins UX. Donc, je suppose que c'est le produit vectoriel de UY par UZ. Est-ce que c'est UX ou moins UX? Si vous prenez Y pour le pouce, Z pour l'index, eh bien, vous voyez que le troisième doigt, le majeur, il est dirigé vers vous, donc bien vers les UX positifs, enfin vers les X positifs, donc c'est plus UX.
Mais si maintenant vous prenez UZ pour le pouce, que vous prenez pour l'index, il faut que je me tourne dans l'autre sens, pour l'index, vous prenez UY, donc vous avez UZ vectoriel UY, ben vous voyez que votre troisième doigt, il pointe vers l'arrière. Donc ça veut dire vers l'axe moins l'axe des X, parce que l'axe des X pointe vers l'avant dans cette configuration. Donc ça serait moins UX. OK? OK. Alors ici, donc on a une particule de charge Q de masse M qui se déplace dans un champ d'induction magnétique B. Et on vous dit que ce champ magnétique, il est donc selon l'axe orienté, selon l'axe UZ est constant égal à B0. OK, donc si on veut faire un schéma, on peut déjà positionner l'axe des Z, on va dire qu'il est vertical. On va positionner Y comme ça, X comme ça. OK, mon champ B, il est dans ce sens-là, et il est constant B0 UZ. OK, ce qu'on vous dit, c'est que dans ces conditions, eh bien, la charge va être soumise à une force qui est de la forme QV vectoriel B, où V est la vitesse. OK, alors en dehors de cette force, est-ce qu'il y a d'autres forces à prendre en compte? Alors, moi je trouve la question un petit peu pernicieuse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres forces on pourrait toujours prendre d'autres forces en compte, notamment, on pourrait prendre par exemple en compte le poids de cette particule qui a une charge Q, de masse M. On pourrait prendre, je ne sais pas moi, la poussée d'Archimède qui agit sur cette particule. On pourrait prendre les frottements qui agissent sur cette particule. Enfin voilà, on peut penser à un certain nombre de forces qu'on pourrait prendre en compte, en plus de cette force due à l'interaction avec le champ magnétique. Alors, sauf que si on fait les calculs d'ordre de grandeur pour une particule, donc ici ça serait une particule élémentaire, on peut imaginer un électron par exemple, ou un proton, eh bien il se trouve que la force ici magnétique, d'interaction magnétique, eh bien, elle va être beaucoup plus grande que le poids ou que du coup la force, la poussée d'Archimède ou encore les forces de frottement dans ce type de mouvement. C'est-à-dire que quand on a des forces électromagnétiques, électriques ou magnétiques qui agissent, eh bien, elles sont en général de nombreux ordres de grandeur plus grandes que les forces dues à la gravité. Alors, attention parce que ça, c'est vrai quand on prend une particule élémentaire. Mais si vous vous souvenez le problème de l'expérience de Millikan qu'on avait vu, où on essayait de déterminer justement la charge portée par une gouttelette d'huile, et bien là, pour le coup, on ne peut pas négliger sur la gouttelette d'huile justement son poids, donc l'attraction de la gravité, les frottements, si vous vous souvenez le problème. Donc elle était bien soumise à un champ électrique, mais néanmoins, il fallait aussi prendre en compte les autres forces. Donc attention, si effectivement vous êtes dans le domaine, on va dire, du microscopique, c'est-à-dire du domaine des particules élémentaires, les protons, les électrons, c'est-à-dire les constituants de la matière, effectivement, ce sont les forces électriques et magnétiques qui vont gouverner les mouvements, mais que par contre, eh bien, à un niveau macroscopique,
par moment, vous pouvez aussi avoir une compétition entre les forces électriques et les forces de gravité. Hein. Alors, en général, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que soit on a les forces de gravité pour le domaine macroscopique, soit on a les forces électriques et magnétiques pour le domaine microscopique, simplement parce que comme les forces électriques, notamment, et magnétiques qui sont induites finalement par le mouvement de ces forces électriques, comme ces forces électriques, eh bien, elles agissent selon la charge et que au global, la charge est neutre, eh bien, en fait, à grande distance, c'est-à-dire au niveau macroscopique, ces forces électriques se compensent, s'annulent, ou en moyenne, elles vont être nulles, et donc du coup, on n'aura pas à en tenir compte. Mais ce n'est pas tout à fait le cas partout, hein, puisqu'on l'a vu par exemple dans l'expérience de Millikan, où là, il fallait tenir compte des deux. OK? Donc c'était une question un peu piège, je trouvais, pas vraiment facile. Mais voilà, dans ce problème-là, où on regarde une particule chargée qui évolue dans un champ magnétique, eh bien, on va effectivement pouvoir négliger toutes les autres forces de type dues à la gravité, quoi. OK? Alors, montrer que la norme et la composante de V sont des constantes du mouvement. OK, alors comment on va faire ça? Alors, pour ça, donc, il faut revenir un petit peu au produit vectoriel. Il faut revenir au produit vectoriel. On sait que F, la force F, elle est perpendiculaire à V et B, en fait, hein, puisque c'est le produit vectoriel. Donc, elle va être perpendiculaire au plan, en fait, formé par V et B. D'accord? Donc, si vous connaissez la vitesse, vous connaissez B, et bien du coup, la force, elle est perpendiculaire à ce plan formé par V et B. OK? OK. Alors, si ensuite on prend, OK, ici on essaye de regarder, hein, les forces, les vitesses, les composantes de la vitesse. Donc on parle de la norme de la vitesse et de la composante selon z. Alors, la norme de la vitesse, hein, ou on va dire le carré de la norme de la vitesse, c'est égal au produit scalaire de V par V. OK, si je prends ça et que je dérive cette norme, donc je vais dériver par rapport au temps, hein, le module de V au carré par rapport au temps. Bon, bah, ça veut dire que c'est la dérivée du produit scalaire de V par V. Donc ici, j'ai la dérivée d'un produit, hein. Donc je vais avoir, ça va me faire V dV sur dt plus V dV sur dt. Donc en fait, j'ai deux fois. Donc cette dérivée par rapport au temps de la norme ici, enfin, ou du carré de la norme plus exactement, eh bien c'est en fait deux fois le produit scalaire de V dV sur dt.
OK. Si je prends maintenant le principe fondamental de la dynamique, avec ici une seule force, hein, qui est F, ben, je sais que M dV sur dt, donc le produit de la masse par l'accélération, si je suppose que j'ai une seule force, ben ça va être égal à F. D'accord? Que je peux écrire d'ailleurs, qui va être Q, V, vectoriel B. OK? Donc ça veut dire que dV sur dt, en fait, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à Q sur M, V, vectoriel B. Donc je vais pouvoir le remplacer dans cette expression-là. Donc ici, ça veut dire que dV, d du module de V au carré, là, sur dt, c'est égal à 2 fois V scalaire. Je remplace dV sur dt par Q sur M, V vectoriel B. OK. Sauf que je sais que, du coup, ce vecteur-là, Q sur M, V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V. D'accord? Donc, bah, le produit scalaire de V par un vecteur qui est perpendiculaire à V, et ben, du coup, ça va donner 0. OK? Donc, ça veut dire que ben, la dérivée de V par rapport au temps, enfin du module de V par rapport au temps, c'est 0. Ça veut dire que ben, le module de V est constant. Alors, effectivement, donc ça, c'est la deuxième, en fait. C'est la deuxième question, hein, Marine? Là j'ai traité la première question, c'est-à-dire que la norme, j'ai montré que la norme de la vitesse était constante. Mais vous avez tout à fait raison que, OK, que effectivement, ici, quand on va calculer le produit scalaire, donc c'est la question suivante, hein, on va pouvoir montrer que la composante Vz de la vitesse est aussi constante. Parce que justement, effectivement, B, il a comme... alors, je ne sais pas si j'efface ça ou si... ouais, je n'aurais pas dû faire comme ça. Comment je vais faire? Je vais essayer de le faire ici. OK. On peut supposer que V, il va avoir 3 coordonnées. Vx, Vy, Vz. Et donc, je vais faire le produit scalaire par B, qui lui a une seule coordonnée selon Z. Donc, c'est 0, 0, B0. Et donc, si vous faites le produit scalaire de ça, je vais effacer un petit peu ce qui est au-dessus, sinon on ne va rien voir. Tuc, tuc, tuc. Donc là, on a montré, à l'aide du principe fondamental de la dynamique, que bah, forcément, le module de V était constant. D'accord? C'est-à-dire qu'en norme, la vitesse est constante, hein.
OK. Maintenant, ce qu'on veut calculer, donc, c'est V scalaire B. Donc, je le réécris ici. Hein, donc, c'est Vx, Vy, Vz, vectoriel 0, 0, B0. OK, je fais le produit vectoriel. Alors, pour la première coordonnée, donc je barre ici la première ligne, je fais le produit en croix, et vous voyez qu'on va trouver Vy, B0. Pour la deuxième, je barre la deuxième ligne, j'abaisse la première ligne, Vx, 0. Donc, je vais trouver Vz fois 0 moins Vx fois B0. OK. Et ensuite, pour la dernière coordonnée, je fais le produit des deux premières lignes. J'ai Vx fois 0, ça fait 0, moins Vy fois 0, ça fait 0. Donc, vous voyez que la troisième coordonnée ici, elle est nulle. Alors, je vous rappelle, donc on a quand même que Q sur M fois ce produit scalaire, c'est égal à la dérivée de V par rapport au temps. Hein, c'est ce qu'on avait écrit ici. Donc, du coup, si j'écris ça en termes de coordonnées, hein, ça veut dire d de Vx sur dt, d de Vy, pas très bien, hein, sur dt, et d de Vz sur dt, j'efface ici, j'ai donc utilisé ça, hein. D de Vz sur dt doit être égal à ce que j'ai dans le produit scalaire ici. D'accord? Ici, j'ai d de Vz sur dt. Donc, vous voyez que la première ligne, alors, si je le réécris sous forme d'un système, hein, ça veut dire que j'ai d de Vx sur dt qui va être égal à Vy B0. D de Vy sur dt, je vais être obligé d'effacer encore la ligne du dessous. D de Vy sur dt ici va être égal, donc d de Vy sur dt, c'est la deuxième ligne, donc c'est moins, alors il manque le facteur là, hein. Q sur M, désolé, ici il faut tout multiplier par Q sur M. Ici donc c'est moins Q sur M Vx B0. Et puis enfin la dernière coordonnée, d de Vz sur dt qui va être égal à 0. Donc, vous voyez, ce qu'on obtient, c'est que finalement, ici, la dérivée de la composante Vz par rapport au temps, c'est égal à 0, c'est-à-dire que Vz est effectivement égal à une constante. OK? Donc, finalement, on a les deux choses. Hein. On a un, que la norme de la vitesse est constante, et deux, que la composante de la vitesse selon z est aussi une constante. Ça va? Pas de questions là-dessus? OK. Alors ensuite, on va essayer de traiter le problème de, effectivement, qu'est-ce que ça donne compte tenu de certaines conditions initiales.
Donc, on va partir comme condition initiale que à t égale à 0, la particule se trouve à la position x de 0 égale à a. Alors, si je remets mes axes ici, donc j'ai ici x, y, z. Donc, ma particule, elle se trouve quelque part ici, hein, à une position a sur l'axe des x, puisque y de 0 est égal à 0 et z de 0 est égal à 0. Hein, ici, c'est mon origine O. Et puis ici, donc en termes de vitesse, la vitesse selon x à t égale à 0, c'est 0. La vitesse selon y à t égale à 0, c'est v0. Et la vitesse selon z, c'est 0. Ça veut dire qu'on a initialement une vitesse qui est comme ça, hein, qui est égale à v0 uy. Ok, je vous rappelle qu'on a toujours le champ B, hein, qui lui est orienté comme ça, qui est constant, hein, B0 uz. Ok. Donc, on cherche à montrer qu'en fait, on a ici un mouvement circulaire uniforme. Et on voudrait préciser donc quelle est la vitesse angulaire et le rayon de ce mouvement circulaire uniforme. Alors, pour trouver ça, donc on va appliquer en fait le principe fondamental de la dynamique, hein. En fait, on vient de le faire à l'instant. Mais on va chercher, eh bien, justement, quel va être le système de coordonnées le plus pratique pour pouvoir faire cette étude. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir, hein, on vient de voir en fait le système, hein, d'équations que j'ai écrit juste avant. C'était quoi? C'était de dire que donc d de Vx sur dt, c'est-à-dire si je peux le remettre sous la forme x point point, c'était égal à q sur m Vy, donc y point, fois B0. Ok, j'avais la même chose pour y, hein, c'est-à-dire y point point, c'était moins, alors il ne faut pas oublier le moins q B0 sur m x point. Et puis enfin, z point point, qui était égal à 0. Donc c'est de là qu'on avait tiré, hein, que z point était égal à une constante. Alors on peut voir, hein, tout de suite que ici dans ce problème-là, comme z point de 0 de t égale à 0, c'est égal à 0, et que z est une constante, ça veut dire que z point de n'importe quel t, ça va être égal à 0. Ok, donc ça nous dit simplement que quoi? Simplement que le mouvement va être dans un plan et dans le plan, OXY, quoi. Hein. Ok, donc en fait, on va simplement regarder qu'est-ce qui se passe dans ce plan XY. Et donc, vous voyez, le problème, c'est que ici, si vous partez de ces équations-là, dans le plan XY, donc ce qui relie les coordonnées X aux coordonnées Y, hein, eh bien, vous voyez qu'on a des équations différentielles qui sont couplées, puisque ici, ici j'ai la dérivée de x point qui est proportionnelle à y point, et ici j'ai la dérivée de y point qui est proportionnelle à x point. Donc, ce n'est pas simple de résoudre un tel système. Donc, on va plutôt chercher à utiliser d'autres systèmes de coordonnées. Mais comme il est 11h15, eh bien, je vais vous laisser chercher ça pour la prochaine fois. Donc, on redémarrera là-dessus la prochaine fois. D'accord? Je vous laisse regarder ça. Je vous rappelle donc je vais vous faire un mail, hein, mais je vous rappelle que donc la prochaine fois,
on fera un CC. Alors, attention, ce CC donc, va démarrer à 9h45. OK, donc soyez autant que possible à l'heure. Dites à votre enseignant du cours précédent que vous avez un CC à 9h45. Il sera composé d'une dizaine de questions à peu près et durera à peu près 20 minutes. Voilà. Et il sera disponible sur Eprel, bien sûr, sur le cours mécanique 2 sur Eprel. OK. Il y aura des questions de cours, oui, beaucoup de questions de cours. Enfin, beaucoup. Comme il y a 10 questions en tout, il ne va pas y avoir 50 questions de cours. Oui, oui, il y aura des questions de cours. Et donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Monsieur? Oui. Donc, il n'y aura pas besoin de se connecter. Enfin, il faudra se connecter sur le live, sur le direct. Alors, moi, je resterai en fait pendant toute la durée, à partir de 9h45, en fait, je serai connecté là, sur le Zoom, de manière à ce que si vous avez des problèmes, des questions, etc., on puisse interagir, quoi. D'accord. OK. Ok. Et donc, du coup, on remplit le QCM et on aura un temps limité. C'est ça. Et ensuite, Ouais. on poursuivra la séance. Ok. Ouais. Donc, ce sera a priori en 20 minutes, une dizaine de questions en 20 minutes, pour vous donner le cadre. OK. Bon, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Bonne fin de journée. Et à la semaine prochaine, du coup. Merci, au revoir.